Scenario 2 is the most interesting because like Clash of Crisis and Forced Adaptation, and it also connects to the other themes because the Mediterranean, right now we are seeing a lot of crisis in the Mediterranean, and I think in the future with climate change, but also the global focus shifting from the Mediterranean to Asia Pacific to other regions, that will produce that the Mediterranean will just like not disappear from the global agenda, but I think it's going to have less importance. Jacques Chirac disait notre maison brûle et nous regardons ailleurs, et j'ai l'impression que ça n'a pas changé, qu'on est toujours dans cette dynamique d'une volonté de prise de conscience en permanence, cette démarche de prise de conscience, alors qu'on devrait laisser place aux actes et que la phase de prise de conscience en fait est passée et que maintenant on est dans une phase ou d'action ou en fait de fatalité pour l'environnement, et on voit que la Méditerranée est au cœur de ces enjeux climatiques, que certains États, certaines organisations essaient de mettre en avant des nouvelles formes d'énergie, etc. Mais que la plupart des gouvernements en fait n'en ont que faire et regardent avant tout l'aspect économique des choses, et au final dans une société qui reste dans le système capitaliste, même face à des enjeux de climat. Dans l'idée, le scénario 4, le partenariat euro-méditerranéen, je pense que forcément du coup l'Union européenne a une place cruciale dans la transition écologique en Méditerranée. Même si tous les pays ne sont pas dans l'Union européenne, je pense que c'est un acteur très très important, et que le terme transition bleu-verte justement montre bien cette importance. Et donc c'est un scénario qui me paraît intéressant. C'est surtout le scénario 5 qui m'a interpellée, celui avec les solutions développées localement. En fait, la Méditerranée, en plus d'être un bien commun mondial, mais c'est aussi un endroit avec des particularités culturelles très importantes. Donc je crois que l'importance de la Méditerranée, c'est aussi bien de représenter cette diversité culturelle. Je pense que le plus important, c'est le dernier, sur le fait que la Méditerranée est un bien commun, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs problèmes au niveau des revendications de territoire, alors que donc l'eau est un bien commun, et donc je pense que le dernier est vraiment à prendre en compte. Effectivement, on a cette occasion inespérée là d'avoir un concentré de jeunes de l'ensemble de la Méditerranée, ce qui est pour nous vraiment quelque chose d'intéressant à saisir. Et ce qu'on espère mettre en place, en tout cas ce qui est prévu pour l'année prochaine au mois de février, c'est un atelier qui va se dérouler à Alexandrie en partenariat avec la Fondation Annalint. Où on va mettre en place un atelier où on va discuter l'ensemble de ces scénarios. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les scénarios en soi ne sont pas une fin, c'est juste une amorce pour une réflexion sur différentes orientations que pourrait avoir la Méditerranée à l'horizon 2050. Et l'aspect le plus intéressant dans ce projet, c'est que nous allons réfléchir
en commun sur les différentes phases de transition vers un avenir commun et un avenir meilleur pour la Méditerranée, pour éviter le pire et pour aller vers ce qui est le plus acceptable. Espérons bien. Voilà. Espérons bien. Merci beaucoup. Merci madame. Merci madame aussi. Merci d'avoir venu. Nous allons faire une petite pause. Nous accueillons à présent Madame Marion Vira, facilitatrice graphique. Quand nous avons demandé à Marion ce que signifiait son travail, elle nous a dit qu'elle traduit en images, en dessins simples, des messages complexes. C'est ça, Marion ? Oui, c'est exactement ça. Bah, super, alors je m'interviens et pour te poser une question sur comment tu as eu le travail avec les jeunes de CMG, Conseil Méditerranée de la Jeunesse. Comment on a travaillé ensemble ? On a travaillé ensemble en plusieurs temps, d'abord en plénière où les scénarios ont été expliqués donc par Khadija et ils ont réagi. Et donc là, j'ai commencé à prendre des notes. Ensuite, dans un second temps, on a travaillé en binôme, donc dans un cadre un peu plus intimiste et j'ai pu aller un peu plus en profondeur dans les échanges avec eux. Ensuite, je digère l'information et ça donne du coup ces dessins-là. Nous voyons les dessins qui ont été faits par Marion avec les jeunes du CMJ là. Marion, justement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le caractère et le fait d'être de ces jeunes-là ? Déjà que tous les scénarios font réagir. Donc il y a vraiment eu beaucoup de réactions, il y a eu aussi beaucoup d'engagement de la part des jeunes. Moi je sens que c'est un truc qui anime, presque qui vient du ventre, quoi. Il y a de la passion là-dedans. Un regard aussi qui est critique et que j'ai trouvé qui avait une intéressante complexité, c'est-à-dire un point de vue très global, au-delà de la Méditerranée, avec une échelle plus mondiale. Merci beaucoup Marion. De rien. Transition. Et maintenant, nous recevons Monsieur Ludovic Pernin, le vice-président de Région Sud, en charge de la jeunesse, du sport et la vie étudiante. Monsieur Bonjour. Ludovic Pernet. Pernet, pardon. J'ai toujours cette... Bienvenue, monsieur. Et je veux commencer par vous poser la question. Quelle a été votre première réaction de la lecture de ces scénarios ? Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour votre invitation. Bravo pour ce que vous faites, pour votre engagement, pour votre énergie, pour votre passion, finalement, pour notre bien commun. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui est cette magnifique mer Méditerranée et qui demande une attention de chaque instant dans cette mer Méditerranée dans laquelle nous nous baignons et d'autres aussi, malheureusement, décèdent, se noient. Et donc, on a la question de prendre notre destin en main sur cette mer Méditerranée. Et c'est vrai que les différents scénarios sur lesquels vous avez travaillé nous permettent à nous, en tant que responsables publics, de pouvoir préparer l'avenir. Et pour le préparer, il faut être collectif et pas être individuel. Et c'est le sens de Méditerranée du futur qu'a lancé Renaud Muselier dès 2016 pour rassembler les acteurs politiques, les acteurs économiques et également les acteurs de la vie sociale tout simplement et toutes les associations, même non gouvernementales, qui permettent d'agir ici dans cette mer Méditerranée et finalement de prendre notre destin en main. Justement, en tant que responsable public, en quoi ces scénarios peuvent-ils vous aider ? D'abord parce que gouverner, c'est prévoir. Et donc, nous, en tant que responsables politiques, notre rôle, c'est d'abord d'utiliser l'argent du contribuable de la manière la plus claire, la plus efficace et la plus transparente possible. Et en même temps, c'est de tirer des perspectives, de préparer l'avenir.
Et donc pour préparer l'avenir, il est clair qu'en se rassemblant, qu'en portant des propositions très fortes sur les zéro plastique déchets, sur toutes les questions derrière le développement durable, également sur, au-delà du zéro plastique, il y a aussi la gestion des ressources, il y a également la mise en place de panneaux photovoltaïques dans les lycées que la région est en train de lancer. Et nous sommes devenus, et nous allons arriver en décembre, parce qu'on va le voter dans les semaines qui viennent avec le président Muselier, la première région avec un budget 100% vert d'Europe. Et donc, c'est dire qu'il n'y a pas de fatalisme lorsqu'on a la volonté d'agir. Et donc, bravo pour vos prévisions. On préfère certaines à d'autres. J'ai vu toutes les questions sur la décentralisation. Et on a vu à travers notamment cette crise du Covid dont vous avez parlé tout à l'heure, l'importance que pouvaient avoir les régions et les acteurs au plus près des habitants. Et donc, je pense que c'est aussi dans cette question de pragmatisme qu'on arrivera à faire changer les choses. Encore une fois, merci pour votre engagement et votre volonté à agir. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer, en projetant sur les jeunes, encore une fois, on va regarder un micro-trottoir avec les réactions de quelques jeunes rencontrés à l'ouverture de Maître du Futur hier. Jean, jeune. C'est pareil. Il n'y a que des jeunes. C'est un partenariat. Moi, je suis de nature, j'allais dire, optimiste. Pour moi, l'avenir en Méditerranée est un avenir d'abord de partage et de collaboration entre les deux rives, la rive nord et la rive sud. Ce futur de 2050, je l'envisage un puissant de politiques qui ont ces deux vecteurs au centre de toutes les stratégies. La biodiversité et aussi cette vision humaniste, les personnes au centre des politiques et toutes les valeurs humanistes dans toutes les politiques. Donc j'espère que tout d'abord qu'on arrivera à ralentir les effets de ces changements climatiques. Et puis deuxièmement, que les populations puissent prendre en compte la nécessité de s'adapter à cette nouvelle donne. Je ne pense pas que la Méditerranée sera marginalisée vraiment dans le futur. Tout dépend de nous, les élus, et de nos gouvernements. On pourrait bien travailler ensemble pour une meilleure Méditerranée, on pourrait bien se dissocier et avoir le chaos. Oui, c'est plutôt, je pense, le scénario 5 qui nous intéresse. Parce qu'on a un sol très fertile, il faut vraiment le protéger. La Méditerranée, c'est une source de richesse aussi, de richesse alimentaire qui va aider surtout pour la souveraineté alimentaire, pour les peuples des deux rives encore plus. Il y a chez nous au Liban, par exemple, de cas de scénarios qui sont vraiment dangereux au niveau de l'assainissement de l'eau, au niveau des déchets et dans les pays voisins aussi. Mais il y a toujours des plans. Même au Liban, avec la crise économique qu'on a, il y a toujours des plans. Il suffit qu'on ait un peu de stabilité, il va y avoir l'application de ces plans. Donc je suis toujours optimiste. Tant qu'on a des plans, tant qu'on a une vision pour protéger l'environnement. Et tout ce qui est énergétique, tout ce qui est à grande échelle, il y a le politique qui rentre. Donc moi je parle de mon côté d'expertise. Tout ce qui est protection de la biodiversité, de l'environnement, de la durabilité, c'est vraiment faisable. C'est facile à faire, mais vraiment il y a c'est les jeunes qui doivent vraiment se motiver, l'activisme des jeunes dans ce domaine-là. Je tiens à m'excuser auprès de Malek, c'était bien des gens et non des jeunes. Voilà. Quelle est votre réaction, monsieur, à ce micro-trottoir ? Qui montre que lorsque on est unis, lorsqu'on a la volonté d'agir, finalement, c'est ce que disait le président Muselier d'ailleurs, une vision à 30 ans avec des résultats concrets sur 3 ans. Il faut avoir une vision, mais il faut aussi dès maintenant préparer le futur. Et le futur, ça se prépare dans la gestion notamment des ressources, que ça soit alimentaire, de la question de l'eau et de l'utilisation de nos fonds marins. Et donc c'est maintenant que ça se passe.
Et c'est aussi la jeunesse que nous sommes, de dire que le monde que nous souhaitons pour demain, et donc ne pas être seulement spectateurs du monde qui nous entoure, mais être aussi des acteurs. Et dès aujourd'hui, avec ce que vous lancez, nous allons continuer à travailler vers la Méditerranée du futur que nous souhaitons. Bien sûr. Alors, en parlant des jeunes, comment vous impliquez les jeunes dans la prise de décision en région sud? Pour vous donner un petit ordre d'idée, la région, c'est 6 départements. C'est un budget de 2,4 milliards d'euros chaque année. Et sur ces 2,4 milliards d'euros, vous avez 860 millions d'euros qui vont chaque année directement en faveur des jeunes, soit à peu près un tiers du budget régional. Il va sur la formation, sur les transports, sur la culture, parce que pour savoir où l'on va, il faut savoir déjà d'où l'on vient. Il va également sur le sport et sur la préservation, bien entendu, de ce bien commun qu'est l'environnement. Et donc, on ne pouvait pas faire sans l'avis des jeunes. Et nous, dès décembre 2015, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité dans cette région avec le président Muselier et la majorité régionale, on a lancé un parlement régional de la jeunesse qui rassemble dans les 6 départements 123 jeunes, où nous ne voulons pas que ce soit des spectateurs, mais bien des acteurs. Et donc, pour qu'ils aient l'autonomie, pour qu'ils puissent créer des projets sur des questions aussi qui touchent à la lutte contre le harcèlement scolaire, sur des questions qui touchent à l'égalité entre les hommes et les femmes, sur les questions qui touchent, bien entendu, à l'environnement. Et samedi, nous lancerons un nouveau mandat des éco-ambassadeurs. Les éco-ambassadeurs, c'est quoi? Ce sont des lycéens qui, dans leur lycée, travaillent sur des gestes au quotidien. Et par exemple, un lycée, le lycée sans le nommer, Chevreuil-Blancarde à Marseille, avait mis en place dans son lycée des poubelles recyclables. Et donc, il n'y avait plus de poubelles communes. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait aussi à l'hôtel de région en tant que responsable public. C'est aussi à nous de montrer l'exemple. Et aujourd'hui, quand vous allez à l'hôtel de région, vous n'avez plus de poubelles communes. Il n'y a plus de poubelles individuelles dans les bureaux. Ce sont des poubelles collectives, mais avec des poubelles recyclables dans les couloirs de l'hôtel de région. C'est un pas supplémentaire. Et à ce Parlement régional de la jeunesse, pour terminer de vous répondre précisément sur la question, on leur a donné un budget d'autonomie de 100 000 euros par an pour créer des projets. C'est aussi ça, passer de la parole donnée à la parole tenue et montrer que la jeunesse, quand elle s'engage, quand elle a la volonté, elle peut construire des projets pour l'avenir et pour le présent. Tout à fait. Merci à vous. Vous êtes, avec la région du Sud, parmi les gens qui ont soutenu le CMJ depuis ses débuts, et vous avez répondu à mes questions qui est c'est quoi l'importance d'avoir une instance venant des 2 rives de la Méditerranée. Merci beaucoup, monsieur. C'est vous-même qui avez répondu par ce monde qui est présent ici et derrière les réseaux. Merci encore à toutes et à tous et bienvenue dans notre belle région. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir. And now we have Camila Milis. Welcome, Camila. Camila is a member of the Mediterranean Youth Council, and Camila is from the region of Sardegna, Italy. Camila, what are the reaction of the Mediterranean Youth Council on those scenarios? First of all, thank you, Ibtisam and Melek, for having me. Taking in consideration the 6 scenarios that include both positive and negative consequences, we discussed among the Mediterranean Youth Council and our members the considerations, taking in consideration the different perspective of our regions and countries. In fact, for every scenario, the Mediterranean Youth Council is working for finding a recommendation to improve political and intercultural cooperation using efficient policymaking tools, based also on common environmental and sustainable goods, increasingly also an active role of the civil society while taking a straightforward action both on a local and international level. Said that, we know that we are aware that it's a process, it's a pathway of transition,
And some scenarios are already happening today, such as the first scenarios on inertia in a marginalized Mediterranean, and the third scenario focusing on the clash of crisis and forces adaptation. And although these scenarios may be perceived as with a pessimistic vision, we maintain a realistic situation as these are things that we are living right now. But the MYC, for example, is maintaining a positive attitude, focusing on a full collaboration on both shores of the Mediterranean. And we clearly have in mind that these kind of issues can influence all of the Mediterranean region, especially with issues such as the flows of migration and climate change. So we must make the political side both responsible and involved about it. Well, thank you. And I want to emphasize and maybe go deeper into a regional level and talk about what are you expecting from your region that you are representing. I mean, Sardinia. Are you committed to it? Yes, so regarding Sardinia, we have to take in consideration that we are talking about a regional island. So it shares both with other Mediterranean territories, both positive aspects, but also issues that come with the insularity situation. Talking about, for example, on environmental matters, I must say that the region works really well on the preservation of its natural heritage and resources, but considering the strong effects of climate change that has on the territory, for example, we suffer of natural disasters such as floods and wildfires. The institutions in Sardinia still must work and prioritize environmental policies to protect not only its own citizens, but of course the Mediterranean neighbors as well, as we know that climate change effects don't follow our national borders. Well, that was so interesting. Thank you so much, Camila. It was a pleasure having you among us. Thank you. Thank you very much. Alors, on va continuer l'émission, mais maintenant on va parler des médias, du rôle qu'ils peuvent jouer dans la sensibilisation des citoyens et les décideurs sur ces questions, genre cinéma, TV, réseaux sociaux, ont leur rôle à jouer. Comment s'en servir? Voilà. Et pour parler de ça, là on a avec nous Madame Valérie Gerbeau, et la directrice de CMSA. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez nous présenter le CMSA? Le CMSA, c'est quoi exactement? Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis donc responsable d'une association qui s'appelle le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle. C'est un regroupement de télévision du bassin méditerranéen autour de plusieurs axes de travail qui sont la communication, avec un journal qui s'appelle Méditerranée audiovisuelle qui a 12 000 abonnés. Nous faisons aussi de la formation pour les jeunes journalistes du bassin méditerranéen et particulièrement les jeunes journalistes femmes méditerranéennes que nous invitons ici à Marseille à différentes formations. Et puis nous faisons de l'aide à la coproduction. Coproduction, ça veut dire qu'on réalise des sujets lors des formations et ces sujets sont mis ensuite sur un web documentaire et on propose ce web documentaire en libre accès. C'est une promenade en Méditerranée. Puis notre dernier axe de travail, c'est le prix MED. Le prix MED, le prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. Nous recevons tous les ans entre 400 et 500 documentaires et reportages qui ont pour sujet unique la Méditerranée,
les enjeux, la mémoire, l'art, patrimoine et culture de la Méditerranée. Et puis, sur ces 4 à 500 documentaires, nous en conservons 22. Et ces 22 sont montrés au public ici à Marseille, public de Marseille, mais aussi de la région et au-delà de la Méditerranée. Notre spécificité, c'est que ce sont des films qui ont pour sujet, comme je vous l'ai dit, la Méditerranée, mais ils viennent du monde entier. Ce n'est pas simplement le Sud qui regarde le Sud, mais ce sont des réalisateurs qui peuvent venir d'Argentine, des États-Unis, comme d'Alger, Tunis, Maroc. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce regard multiple sur la Méditerranée. Et les 22 films sont montrés actuellement, d'ailleurs, cette semaine, pendant toute la semaine jusqu'à samedi, sur différents lieux à Marseille. Nous faisons venir le public, les réalisateurs de ces films, ils sont au nombre d'une trentaine, et ils viennent tous répondre aux questions du public après les projections du film. Alors, nous n'avons pas la prétention d'apporter des réponses aux questions que posent ces documentaires. Ce que nous souhaitons, nous, dans notre festival, c'est poser le débat. C'est-à-dire que le public, après avoir visionné les films, puisse se faire sa propre opinion des sujets qui sont traités. Justement, en parlant de films, on va regarder ensemble le film Au nom de la mer, lauréat de l'édition 2021, un extrait du film Au nom de la mer, lauréat de l'édition 2021 du prix MED. Alors il y a d'un côté le rêve d'aller nettoyer les océans, ça c'est l'enthousiasme est remarquable. Par contre, la réalité est beaucoup plus complexe. Il peut y avoir des possibilités. Si on recycle par exemple ce qu'on a récupéré, nettoyé en carburant pour faire avancer un bateau et autres, c'est peut-être des solutions à terme qui sont intéressantes, mais ça n'a pas l'ampleur de la prévention, bien évidemment. Et pour ce qui concerne la collecte, le travail de fond qui est fait par des individus ou des associations systématiquement, qui finalement, en termes de quantité récupérée, est probablement plus important et empêche surtout ces déchets d'aller au large, quoi. Tant qu'on n'a pas résolu le problème de la fin de vie des déchets en général et puis des plastiques en particulier, eh bien, il y aura toujours ce problème-là et il y aura toujours besoin de gens qui, qui sont suffisamment obstinés pour servir l'intérêt de tout le monde, quoi. Quand on s'est intéressé à ces déchets terrestres, on s'est rendu compte que le problème venait de la gestion des déchets. La cause de cette mauvaise gestion des déchets, c'était en amont le système de production des déchets. Donc c'est pour ça que maintenant on est très investi auprès d'autres associations d'ONG pour promouvoir la réduction des déchets à la source et les alternatives au plastique, parce que finalement en partant d'un cas concret de pollution dans la mer, on s'est rendu compte que la cause, elle était beaucoup plus haute, elle se situait au niveau de nos systèmes de production. Donc ça a été vraiment une donne importante et ça change complètement l'approche. Comme Pierre-Ange Giudicelli et Laurent Lombard, chacun a évolué dans sa réflexion et son analyse des problématiques environnementales. Comme dans la fable du petit colibri, ils apportent tous une pierre au changement des mentalités. Une petite goutte qui a son importance et qui, jour après jour, porte ses fruits. Les actions que je faisais à une époque qui étaient un peu mal perçues parce qu'on sortait des déchets, on montrait une mauvaise image, aujourd'hui c'est devenu l'inverse. La communication s'est un peu inversée, c'est-à-dire qu'on dit oui, il y a des déchets, mais ces déchets, c'est pas la faute de la mairie. La problématique, c'est quand même les gens, c'est les gens qui jettent, c'est les incivilités en fait. Tous ces problèmes-là, il faut les régler en amont. Donc je pense que les communes ont bien compris qu'on n'est pas là, on n'est pas contre eux, on est là pour les aider et eux peuvent se servir de nous pour montrer en fait à l'ensemble des citoyens, regardez les résultats de vos incivilités, quand vous jetez un déchet dans la rue, et bien ce déchet, regardez, il y a des plongeurs qui vont les ramasser. Et en luttant contre les incivilités, on empêche les déchets d'arriver en mer. Voilà. Donc je pense qu'on est complémentaires, c'est un peu comme un binôme, quoi. Une dernière question. Oui. Quel est l'esprit du prix MED ? Alors, nous souhaitons absolument travailler avec les jeunes. Nous travaillons avec 3500 jeunes des deux rives de la Méditerranée, au nord et au sud, parce que nous pensons que
grâce aux documentaires qui sont montrés pendant notre festival, nous pouvons sensibiliser les jeunes aux grands enjeux méditerranéens, et le changement climatique, la lutte contre la pollution plastique sont des enjeux primordiaux aujourd'hui. Et ces jeunes, nous leur proposons de visionner 3 œuvres sur des thématiques différentes, et ils remettent un prix. L'extrait de film que vous venez de voir est le film qui a été primé l'année dernière, qui a vraiment touché notre public lycéen, parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Et on ne peut que travailler avec eux, et il est très important de travailler avec eux, et l'image est un support essentiel, parce que c'est un support facile. On peut très bien se reconnaître dans ces images-là ou être touché par les thématiques qui sont traitées. Et je pense que le travail que nous réalisons, que nous essayons de réaliser avec tous ces jeunes, porte ses fruits, puisque nous avons beaucoup de jeunes qui s'engagent maintenant, après avoir vu les documentaires. Et c'est important pour nous. Tout à l'heure, vous entendrez, nous avons avec nous aujourd'hui un groupe de 4 jeunes lycéennes qui viennent d'Égypte, grâce à la Biblioteca d'Alexandrie, au centre d'activités francophones. Elles se sont déplacées ici, et chaque année, à chaque fois qu'elles visionnent ces films sur des thématiques différentes, à chaque fois, ça leur fait comprendre la situation et surtout réfléchir à quelles actions elles pourraient mener pour pouvoir améliorer les choses. Et c'est ça qui est primordial. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on va accueillir Camélia Barbachi. Camélia a créé une marque de vêtements qui s'appelle Chez Nous. Une marque qui fait le pont entre la France et la Tunisie, dit-elle. C'est bien ça, Camélia ? Ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Camélia Barbachi, je suis franco-tunisienne et fondatrice de la marque Chez Nous, qui est une marque de prêt-à-porter éthique inspirée de la Tunisie. Alors, pour la petite anecdote, en Tunisie, on appelle les chez nous là-bas les Tunisiens qui sont issus de la diaspora, parce que quand on va en Tunisie, on parle souvent de la France en disant chez nous là-bas. Donc les Tunisiens nous appellent les chez nous là-bas. Je confirme. Voilà. Je confirme aussi. Et donc chez nous, c'est un vestiaire non genré, de pièces qui sont inspirées de la Tunisie et qui vont du double XS au triple XL. Les pièces, elles sont fabriquées dans des matières à faible impact environnemental au sein d'ateliers qui favorisent l'émancipation sociale et économique entre la France et la Tunisie. Donc en France, on collabore avec des ateliers d'insertion dans les Hauts-de-France et en région Rhône-Alpes. Et ces ateliers, ils vont permettre à des personnes qui ont des freins socio-économiques de bénéficier d'un cadre et d'un accompagnement qui leur permet, à terme de leur parcours d'insertion, de pénétrer le marché de l'emploi. Et donc ces structures, elles accueillent des personnes au profil divers, comme des migrants, des jeunes déscolarisés, des femmes isolées ou des personnes qui souffrent d'un handicap. Et en Tunisie, pareil, on collabore avec des ateliers qui sont certifiés GOTS, SA8000, ISO 9001. Ça, c'est les normes les plus strictes de l'industrie et qui vont garantir de bonnes conditions de travail, un salaire juste, mais aussi le respect de l'environnement à travers un cahier des charges très précis concernant notamment la gestion des eaux usées ou alors la question des déchets pré-consommation. Donc comme tu l'as dit, effectivement, l'idée de chez nous, c'est de créer un pont entre les deux rives en prenant en compte les enjeux de notre époque avec le vêtement comme outil finalement. Merci Camélia, et nous noterons qu'elle porte en ce moment sa marque. Tu es aussi membre de la première promotion de l'Académie des talents méditerranéens. Peux-tu, s'il te plaît, brièvement nous présenter l'ATM ? D'accord. L'Académie des talents méditerranéens, c'est un programme d'accompagnement qui a été annoncé par le président de la République ici à Marseille en février dernier. Et ce programme, il rassemble 14 participants issus des deux rives de la Méditerranée qui portent un projet à impact sur le territoire méditerranéen. Donc, parmi ces participants, on a Aminatou et Issa qui viennent de Mauritanie, on a Abdeslam et Saïf du Maroc, Najah et Karim d'Algérie, Mariam Mehen de Tunisie, Amine qui est espagnol-marocain, Camilla qui est italienne, Alexandre français et moi-même franco-tunisienne.
Donc le programme, il comprend 3 axes de travail: comprendre, inspirer et agir. La première phase, c'est la plus académique. Donc on a reçu des intervenants en digital sur différentes thématiques liées à la Méditerranée, donc histoire, archéologie et philosophie même. La deuxième phase, c'est la phase de synergie entre les participants, qui s'est déroulée au cours d'une retraite ici à Marseille, qui s'achève d'ailleurs aujourd'hui, au cours de laquelle on a pu réfléchir à des récits communs pour la Méditerranée en partant de nos projets personnels. Et la troisième phase, c'est une phase d'accompagnement où la finalité, c'est d'agir ensemble pour la Méditerranée. Merci beaucoup Camélia, bonne continuation à toi. Merci. On arrive à la fin de notre premier méthode Comprendre Med 2050. Merci à tous nos invités. Vous pouvez retrouver les travaux de Med 50 sur le site planbleu.org et med2050.org, et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux Mediterranean Youth Council. On se retrouve dans quelques instants pour le deuxième Med Talk, Agir Med 2050. À tout de suite. Propose une pause d'une vingtaine de minutes et la deuxième émission reprendra vers moins 5. 16h moins 5, on se retrouve dans la salle pour le lancement de la deuxième partie. Merci à tous et à toutes. Ouais, il y a des orques qui sont encore allumés, donc ça passe encore dans le sol. Dans le orque, oui. Tu vois, il y a un truc de pas muté là. Ah, pardon. Vas-y, rallume-le s'il te plaît. Ah, mais c'est ça. C'est le on-off. Ouais, ouais, ouais. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona.
felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.